شكرا سيد الرئيس السيد أمين السر الدائم المساعد السيدة رئيسة الجلسات السيدات والسادة أعضاء أكاديمية المملكة المغربية أصحاب السعادة السيدات والسادة الخبراء زميلاتي وزملائي الأعزاء أيها الحضور الكريم أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل الممزوج بالامتنان الصادق إلى أكاديمية المملكة المغربية في شخص الفاضل السيد أمين السر الدائم عزيزي الأستاذ عبد الجليل الحجمري على هذه الدعوة الكريمة للمساهمة في أشغال هذه الندوة العلمية والفكرية الهامة. Le thème que je vais traiter porte, comme vient de le rappeler Monsieur le Président, sur la réforme économique au Maroc de 1956 à 2016, acteurs, facteurs, bilan et défis futurs. Et bien évidemment, dans le temps qui m'est imparti, je ne me contenterai que de repères et de faits majeurs. Je parlerai de trois choses essentielles: les dimensions méthodologiques de la question de la modernité économique, à partir de deux choses, les facteurs explicatifs de la modernisation économique de notre pays, à partir de quelques enseignements de l'histoire, et puis quelques clés de lecture de la modernité économique, à partir particulièrement de l'analyse de la dialectique entre le politique et l'économique dans la construction de la modernisation économique de notre pays. Dans un deuxième moment, je vais donner à partir de quelques indicateurs clés le bilan de la modernisation économique du Maroc entre 1956 et 2016. Et enfin, je terminerai pour partager avec vous les défis futurs de la réforme économique et plus particulièrement les conditions pour une modernisation économique réussie. Alors, les dimensions méthodologiques de la problématique de la modernisation économique du Maroc. Ces dimensions se ramènent à répondre à deux questions fondamentales. Quels sont historiquement les facteurs qui ont contribué à l'intégration du Maroc à la modernité économique? Et deuxième question, comment les acteurs, en particulier l'État, les élites économiques, administratives et l'intelligentsia, ont répondu ou pas aux impératifs de la réforme? Pour répondre à ces deux questions centrales, nos investigations nous ont montré que tout le long de son histoire, jusqu'à nos jours, le Maroc a fait et fait encore face à trois réalités. Une réalité interne où les facteurs institutionnels et socioculturels ont soit empêché, soit retardé, soit favorisé la réussite des multiples tentatives de modernisation économique que le Maroc a connues depuis la constitution de l'État et de la nation marocaine. Une réalité externe où le Maroc devait faire face à des occupations étrangères et devait réguler la maîtrise de son ouverture sur le monde. Et enfin, une réalité de nature civilisationnelle qui consiste à réussir à réformer l'État, l'économie et la société, c'est-à-dire à réformer l'armée, l'administration, la fiscalité et les activités productives pour permettre au Maroc d'entrer dans la modernité sans perdre son être civilisationnel et son identité culturelle. Dans ce cadre, la lecture raisonnée de l'histoire des faits économiques de notre pays montre quatre faits majeurs. Premier fait, durant toute l'histoire du Maroc, l'État a été au cœur de toutes les tentatives de réforme et de modernisation. Il en a été l'initiateur et l'acteur principal. Mais ces réformes et leurs aboutissements
dépendait en dernier lieu de la qualité du sultan et du poids du makhzen. Autrement dit, à chaque période de l'histoire du Maroc où le système institutionnel est porté par un roi éclairé ayant un projet de modernisation, le Maroc a su et a pu s'engager dans une dynamique de réforme, y compris économique. Deuxième fait, c'est qu'à chaque fois, c'est le degré d'ouverture du Maroc sur le monde extérieur. À chaque fois que le Maroc était ouvert sur l'extérieur, avait pu réussir quelques réformes, et à chaque fois qu'il s'est replié sur lui-même, nous avons assisté à des régressions, et à un moment donné, même la roue romaine a disparu de la campagne marocaine, du fait justement d'un repli prolongé du Maroc sur l'extérieur. Troisième fait, l'existence d'une masse critique d'élite, en particulier commerçante, religieuse et d'intelligentsia, et de la qualité, de la conscience des enjeux des réformes et le degré d'engagement dans la réussite de ces réformes de l'élite. Autrement dit, à chaque moment de l'histoire du Maroc où il y a une élite, une masse critique d'élite, consciente, de qualité et engagée dans la réforme, le Maroc a réussi des pas importants en matière de réforme. Et enfin, la nature du rapport de force entre le makhzen et les tribus, ou pour utiliser des concepts de notre siècle, entre l'État et la société. Autrement dit, à chaque fois que le Maroc connaissait un rapport apaisé entre l'État et la société, ou connaissait des rapports conflictuels entre l'État et la société, les réformes ont été soit favorisées, soit non abouties. À côté de ces enseignements de l'histoire, la modernisation économique du Maroc a été largement tributaire, en particulier depuis la période récente, de la dialectique, c'est-à-dire depuis l'indépendance, de la dialectique entre le politique et l'économique, à tel point que l'histoire de la réforme économique au Maroc est même liée de façon quasi mécanique à l'histoire politique du pays. Partant de ce postulat, et sur la période 1956-2016, on peut repérer 5 phases principales de la réforme économique au Maroc. La période 1960, des réformes économiques portées par le gouvernement de feu C'est Abdallah Ibrahim, qui a duré du 24 décembre 1958 au 20 mai 1960, un gouvernement d'union nationale voulu par feu Sa Majesté le roi Mohammed V, dont le ministre de l'économie n'est autre que feu C'est Abdelrahim Bouabid, et dont l'objectif stratégique en termes de réforme économique était principalement de lancer les bases de la libération de l'économie nationale de l'emprise du colon français par la construction des fondements endogènes du développement économique du pays, et ce, à travers la mise en place de réformes structurelles que le premier plan biennal de 1958-59 avait inscrit dans ses priorités, et à leur tête, la réforme agraire, le développement d'industries industrialisantes, notamment la construction navale, l'industrie automobile et le raffinage du pétrole, la formation des cadres, la réforme de l'administration, la réforme fiscale, et ceci pour le financement et la gouvernance desquels des institutions nationales ont été créées, comme la BNDE, la Banque nationale de développement économique, et le BRPM, le Bureau de recherche et de participation minière, et des actions fortes ont été initiées, comme le décrossage du DERAM par rapport au franc français et l'entrée en vigueur de l'opération Labour, pour ne citer que ces 2 réformes économiques politiquement les plus symboliques. Avec le renvoi du gouvernement de feu C'est Abdallah Ibrahim le 20 mai 1960, une nouvelle ère de réforme a été inaugurée et amplifiée avec l'avènement du règne de feu Sa Majesté le roi Hassan II. Tout en soumettant les décisions de nature économique aux vicissitudes de la situation politique et sociale, cette période a connu 3 moments forts. La période de 1960 à 1973,
où l'essentiel des réformes économiques ont consacré l'ouverture tout azimut de l'économie marocaine sur le marché mondial et la spécialisation par rapport aux besoins de l'économie extérieure et notamment les besoins de la métropole, avec l'abandon de deux réformes phares du gouvernement d'union nationale, la réforme agraire et l'aide d'industrie industrialisante, et ce, à la faveur du primat accordé à l'agriculture exportatrice grâce à une politique volontariste des barrages, de construction de barrages, la priorité accordée au tourisme et au textile habillement. Cette période a été marquée par deux faits essentiels. Une instabilité politique dont les traits les plus marquants ont été l'état d'exception qui a suivi le soulèvement populaire de mars 1965 et les deux coups d'État de 71 à 72. Et sur le plan économique, l'aggravation de la situation financière du pays et l'entrée du Maroc dans une nouvelle période de turbulence. C'est la période de 1973 et à 1983. On assiste durant cette période à une tentative de réforme économique visant à constituer une base nationale de développement économique, mais avec des ressources extérieures, tout en continuant à se spécialiser par rapport aux besoins du marché mondial et notamment cette fois-ci le marché européen. Les réformes économiques phares de cette période sont la marocanisation, le regain d'intérêt pour l'industrie, le développement volontariste des infrastructures de base, le regain d'intérêt pour l'agriculture vivrière, en particulier à partir de la distribution de terres aux paysans et leur organisation en coopérative et l'intérêt porté à la petite et moyenne hydraulique. Mais parce que financé par le recours puisé à l'endettement extérieur, parce que grevant le budget général de l'État et parce que s'inscrivant dans une stratégie économique où l'économique est surdéterminé par le politique et le social, cette phase a connu une aggravation de la situation des finances publiques, annonçant ainsi l'entrée en vigueur de notre pays dans une nouvelle forme de réforme économique dont le trait le plus marquant est l'austérité. Et c'est ce qui annonce la phase de 1983 à 1998, connue généralement par la phase du plan d'ajustement structurel. Les grandes réformes économiques qui ont marqué cette période sont la promulgation d'un code d'investissement très libéral en 1984, l'adhésion du Maroc au GATT en 1987, la promulgation d'un code de promotion des exportations en 1988 et la promulgation de la loi sur la privatisation en 1990, l'adhésion au projet de création d'une zone de libre-échange avec l'Union européenne et l'inauguration d'une nouvelle phase en 1995-96 en matière de dialogue social, le tout couronné par l'avènement du gouvernement d'alternance conduite par Maître Seyed Abdelrahmane Youssoufy en 1998, annonçant l'avènement d'une nouvelle génération de réformes économiques qui s'inscrit dans le cadre d'une modernisation économique généralisée portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. D'où la cinquième et dernière phase, celle allant de 1998 à aujourd'hui. C'est une phase marquée par trois choses essentielles. Une modernisation économique s'appuyant sur une modernisation des institutions et du droit, y compris économique, une modernisation économique portée par un État stratège, producteur et régulateur à la fois, une modernisation économique favorisant l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises et d'entrepreneurs, et enfin une modernisation fondée sur 7 réformes majeures. Premier type de réforme, des politiques sectorielles dans tous les domaines pour lesquels le Maroc dispose d'un avantage comparatif, compétitif et stratégique. La réforme de l'environnement, des affaires et de l'investissement, la réforme de l'administration et de la justice, la réforme du système d'éducation et de formation, la réforme des institutions de gouvernance économique, la réforme territoriale et la réforme des mécanismes de cohésion sociale et d'accompagnement de la modernisation économique par la solidarité. Quel est le bilan de la réforme économique
sur la période 1956-2016 sur la base de 4 indicateurs clés. Je vais voir très rapidement ce que n'est que des repères, mais les plus significatifs, qui vont donner ce que le Maroc, en termes de modernisation économique et en termes de résultats de cette modernisation économique, a réalisé au niveau de la production de la richesse, au niveau de nombre d'entreprises créées entre 1956 et 2016, le degré de développement des infrastructures et l'évolution de la protection sociale de la population marocaine. Et je vais essayer de vous donner 2 périodes pour voir un peu les 2 phases clés, celle où l'économique a été surdéterminé par des facteurs politiques et celle où, de 1999 à aujourd'hui, où l'économique et l'institutionnel et le droit, leur modernisation faisait partie de cette dynamique et ce projet de modernisation généralisée. Alors, concernant la production de richesse, à partir du produit intérieur brut en dollars courants, en 1960, la richesse produite par notre pays est évaluée à 2 milliards. En 1999, elle est évaluée à 40 milliards. Et en 2015, elle est évaluée à 109 milliards. Vous voyez un peu qu'effectivement, durant cette période, le Maroc s'est beaucoup enrichi, mais la période de 1999-2015, parce qu'elle est portée par un projet de modernisation où l'économique et le politique et le social, mais aussi la réforme du droit et des institutions allaient de pair, a connu le rythme le plus élevé en termes de création de richesses. Et cela se traduit aussi au niveau des chiffres concernant la création d'entreprises, notamment celles pour lesquelles nous avons des indicateurs donc précis à partir des entreprises déclarées et à partir de la création même de la CNSS en 1965. Alors, les entreprises déclarées en 1965 étaient de 13 659 entreprises. En 1999, ce chiffre est monté à 71 952. Et en 2014, il est de 179 644, ce qui nous donne un nombre de salariés déclarés, 264 308 en 1965, 1 291 096 en 1999, et ce chiffre va presque doubler pour atteindre en 2014 2 845 571 salariés déclarés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors maintenant, les infrastructures. Et là, vous allez voir que les réformes dans ce domaine ont eu des résultats extrêmement importants, et particulièrement quand on fait cette dichotomie de la dialectique du politique et de l'économique et son impact sur les résultats donc, en termes de réformes entre 1956 et 1999 et entre 1999 et 2016. Si on prend les routes classées, en 1956, le Maroc disposait de 10 348 km de routes. En 1999, ce chiffre s'est élevé à 32 049. Et en 2015, le chiffre est de 57 344. C'est encore plus significatif quand on prend l'indicateur autoroute. En 1956, le Maroc n'avait pas d'autoroute. En 1999, le nombre de kilomètres d'autoroute a été de 467 kilomètres. Et en 2015, ce chiffre a augmenté pour atteindre 1626 kilomètres. Si on prend cette fois-ci les aéroports de nature internationale, en 1956, ils étaient au nombre de 4. En 1999, ils étaient au nombre de 14. Et en 2015, 18. Si on prend les aéroports nationaux, en 1956, nous ne disposions que de 3. En 1999, 5. Et en 2015, 9. Et si on prend le total, national et international, en 1956, nous avions eu 7. En 1999, 19. Et ce chiffre a grimpé à 27 en 2015. Si on prend les ports,
En 1956, nous n'avions eu que 7 ports. Nous avons construit en 1999 11, et ce chiffre va presque tripler pour atteindre en 2015 31 ports, à la fois des ports de commerce, de pêche et de plaisance. Alors maintenant, puisque durant cette phase, toute la dialectique du développement économique était arbitrée sur la relation entre le politique et l'économique, cela s'est traduit aussi sur la protection sociale, laquelle protection sociale a été principalement devenue obligatoire avec la réforme du Code de la couverture médicale et qu'il est entré en vigueur effectivement qu'en 2005. Et en 2005, le taux de couverture donc médicale était de 25% et il a grimpé en 2015 à 64%. Bien évidemment, la modernisation économique a eu un effet positif sur l'ensemble de ces indicateurs, mais beaucoup de défis restent à relever pour l'avenir. Le premier défi, c'est celui de la généralisation, car la modernisation économique est loin de toucher tous les secteurs, toutes les institutions de nature économique, toutes les régions du pays et toutes les composantes du système productif national. Deuxième défi, c'est celui de la répartition juste et équitable de la richesse générée par la modernisation économique pour qu'elle puisse bénéficier à toutes les régions et à toutes les couches de la société. Le troisième défi, c'est le défi du portage de la modernisation économique du pays par la valorisation du capital immatériel national, c'est-à-dire par le capital humain, le capital social et le capital institutionnel, notamment par l'éducation, la formation, l'innovation, la confiance et la gouvernance économique responsable. Le quatrième défi, c'est le défi de la durabilité de la modernisation économique. La durabilité pour garantir le renouvellement des ressources et préserver les intérêts des générations futures. Et le dernier défi, je terminerai par là, c'est le défi de la soutenabilité de la modernisation économique. Et tout cela pour garantir la pérennité de la modernisation économique, la maîtrise sociale de cette modernisation et la production autonome de la technologie par le renforcement du potentiel national d'innovation pour permettre à l'ensemble de ces politiques sociales non seulement de compter sur le potentiel national de ce capital immatériel, mais aussi de le pérenniser et de le rendre durable. Ce sont là, honorable présence, quelques éléments, quelques repères seulement. Le sujet est très vaste et quelques faits majeurs qui marquent la modernisation économique du pays, qui marchent, mais pour lesquels beaucoup de défis restent à relever. Je vous remercie de votre aimable attention.